Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup d'avoir présenté ce qu'on appelle l'école d'été, là, qui est cette espèce de fourmilière avec tous ces étudiants chercheurs et ces professeurs. Et donc, je dois dire, et je l'ai dit tout à l'heure à une interview de Radio Corse, c'est quelque chose d'assez unique. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre d'organisation parce que dans mon pays, ça n'existe pas, ce genre d'organisation, je dois bien le reconnaître. Évidemment, la Belgique, c'est petit, mais quand même, c'est vraiment remarquable et c'est très important pour les jeunes chercheurs d'avoir cette espèce de tremplin dans leur recherche. Et recherche donc qui a lieu sur les eaux souterraines. Alors, je vais, avec vous, essayer de décrire un peu d'abord ce que sont les eaux souterraines, ce que sont les hydrogéologues, et puis on va passer vraiment au sujet qui est de dire, tiens, en zone côtière, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problème? J'ai malheureusement pas eu le temps de vraiment spécialiser mon exposé sur la situation corse, mais j'essayerai chaque fois quand même, avec les infos que j'ai en tête, de donner peut-être des exemples qui pourraient être je dirais, cohérent avec la géologie, le sous-sol de la Corse. Voilà, alors, c'est quoi l'eau souterraine d'abord? Eh bien, l'eau souterraine, ou ce qu'on appelle souvent les nappes aquifères, ce ne sont pas des lacs souterrains. C'est plutôt, si je devais faire une comparaison, l'analogie de l'éponge. Donc on est plus en présence d'un milieu microfracturé ou avec des pores, etc. Donc on est plus proche de ce modèle-ci, avec, si vous voulez, de la roche, et puis de l'eau entre la roche. Hein, donc dans les micro-fissures, dans les pores. Donc c'est ça qu'on appelle un milieu poreux, saturé. Et puis, évidemment, si on va vers la surface, ce n'est pas tout à fait saturé. On peut aussi avoir de l'air dans les pores, dans les micro-fractures, etc. Alors, en Corse, vous avez beaucoup de granit. Alors, ce n'est pas vraiment un milieu poreux granulaire comme ça, ce n'est pas des sables, hein. Ça c'est plutôt un sable. Hein. Mais dans les granites, c'est plutôt dans les fissures et dans les micro-fissures qu'on va retrouver de l'eau. Et évidemment, ça va devenir intéressant à venir pomper que si on a beaucoup de fissures et donc on va pouvoir à ce moment-là avoir des débits importants. Donc voilà déjà une première chose. Alors évidemment, très souvent, nous, les hydrogéologues, hein, donc toutes les personnes qui sont ici, là, sont des hydrogéologues, on a l'habitude de travailler évidemment avec ce qu'on appelle des coupes verticales, hein, schématiques, pour un peu se représenter la situation. Et donc très souvent, vous avez ce qu'on appelle la zone saturée. Vous m'excuserez, il y a encore des choses en anglais sur mes slides, mais c'est parce que bon, j'ai joué avec ce que j'avais, etc., etc. Et évidemment, les scientifiques, nous dialoguons le plus souvent, surtout dans ce genre d'occasion, en anglais. Donc vous avez ce qu'on appelle la limite ici entre la zone saturée, qu'on appelle la surface libre en français, hein, et la zone partiellement saturée, unsaturated en anglais, et donc vous avez la surface du sol, voilà une vallée par exemple, avec une rivière. Ici, on prend l'hypothèse qu'il y a de l'eau dans la rivière, on sait très bien qu'il n'y en a pas toujours, hein, et vous avez, dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas toujours le cas, une relation peut-être entre l'eau souterraine, qui est dans cette espèce d'éponge, qui est le milieu souterrain, et l'eau de surface, qui est cette rivière. Donc c'est clair qu'on ne va pas pouvoir étudier les eaux souterraines de façon tout à fait compartimentée par rapport aux autres aspects de l'eau de surface, par exemple. Hein, il y a interaction tout le temps. Donc, il est clair que nous avons parmi nous aussi des hydrologues. Donc, c'est des gens qui s'occupent de l'eau, mais plutôt de façon générale et en surface. Alors, voilà encore un schéma pour vous montrer ce qu'on appelle des aquifères. C'est finalement toute formation du sous-sol, donc toute couche géologique qui a une certaine perméabilité. Alors, qu'est-ce que j'entends par perméabilité? C'est l'aptitude à conduire de l'eau. Donc, si vous faites un forage quelque part, je dis toujours à mes étudiants, en fait, de l'eau, il y en a partout. C'est ça qui fait le succès des sourciers. Hein, ils se promènent et puis ils vous disent, ah, là, il y a de l'eau. Oui, il y a toujours de l'eau. Partout, même au fin fond de la Mauritanie, vous avez de l'eau dans le sous-sol. Mais, par contre, ce qui est important, c'est d'avoir
perméabilité suffisante des terrains qui fera que quand vous faites un forage là et que vous tirez un seau d'eau, eh bien, le forage va se réalimenter. Donc c'est la perméabilité des terrains qui est importante pour voir si on est réellement dans ce qu'on appelle un aquifère. Donc vous voyez qu'on a des définitions qui sont très, entre guillemets, utilisatrices. Hein. On est très centré sur nos besoins à nous. Et donc voilà. Et c'est pour ça que cette science de l'hydrogéologie, elle est toujours à cheval entre le domaine de l'ingénieur, le domaine du scientifique fondamental, et c'est toujours pour répondre à des besoins de la société, bien souvent. Donc on a des besoins évidemment importants. Alors donc voilà, comme je vous le disais, le grand mythe évidemment, c'est de se représenter les eaux souterraines comme on se représente les choses en surface. Hein, donc vous entendez souvent, malheureusement, dans les médias, parler de rivières souterraines ou de lacs souterrains. Il n'y a dans un type de géologie que ça existe que dans le calcaire. Hein, dans les roches calcaires, vous pouvez, à cause de la dissolution, hein, voilà un petit schéma, hein, à cause de la dissolution des calcaires, etc., vous pouvez avoir des grottes, des conduits qui pourraient être assimilés à des rivières souterraines. Mais sinon, il ne faut pas utiliser ce terme-là, c'est pas correct. Mais c'est évidemment naturel, puisque chaque fois qu'on est en surface, on voit de l'eau, c'est soit des lacs, c'est soit des rivières. Et donc on essaye de mettre ces images-là en milieu souterrain. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus un milieu poreux, fracturé, pas forcément donc donnant des rivières et des lacs souterrains. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, on fait partie d'un cycle. Alors nous, les hydrogéologues, on est ici. On est dans la zone souterraine, qui est d'ailleurs très souvent oubliée parce qu'on ne la voit pas. Hein. Il y a pas mal de citations qui disent ce qu'on ne voit pas, on l'oublie, hein, etc., etc. Donc, alors, le cycle de l'eau...